Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, on est ravis de vous recevoir pour le numéro 2 de Zèbre, Céline Lys-Raoult. Merci d'être avec nous. Vous étiez venu nous parler de ce nouveau magazine, le magazine de la neurodiversité. On parle de tout ce qui est 10, les TDAH, là on parle de l'autisme, mais c'est un magazine qui était peut-être très attendu, puisque vous me disiez juste avant de commencer l'émission que ça avait très très bien marché. Oui, parce que quand on a lancé ce magazine avec deux copines journalistes, parce qu'on est 3 pour tout faire, on est maman 2, on est nous-mêmes neuro-atypiques, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés en tant que maman avec des vraies difficultés à accompagner nos enfants dans la vie scolaire, mais pas que, dans les loisirs, dans leur vie amicale, dans leur vie sentimentale, parce qu'ils ont évidemment grandi. Et on s'est dit en tant que maman, mais nom d'une pipe, nous on arrive à avoir des informations sur la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, l'autisme ou le TDAH, parce qu'on est journaliste et qu'on sait chercher l'info, chercher la bonne info, parce qu'il y a aussi beaucoup de bêtises qui se disent. Mais comment font les autres parents qui sont confrontés à ça, comment ils s'en sortent? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce magazine. Et puis c'est surtout assez nouveau qu'on parle de cette manière des TDAH, justement TDAH. Donc c'est trouble déficit de l'attention. Voilà, trouble déficit de l'attention. Ça parle du handicap aussi, mais ce sont des enquêtes qui, j'ai envie de dire, sont accessibles et intéressantes pour tout le monde. Quand vous racontez ce qui se passe dans les MDH, dans cette enquête est absolument sidérante sur le temps d'attente qu'il faut pour instruire un dossier. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, des dossiers grand public pour que les gens se rendent compte de la façon dont on traite les personnes en situation de handicap. Juste, c'est quoi MDH ? Les maisons départementales, les personnes handicapées, les MDPH, qui viennent de changer de nom, qui s'appellent maintenant les MDA, les maisons de l'autonomie, mais en fait ils ont changé de nom, mais ce sont les mêmes maisons. Et ça marche toujours pas mieux. Et cet article raconte quoi, ce que disait Valérie donc en fait, là on va fêter les 20 ans de la loi handicap de 2005, qui est la grande loi qui a, on va dire, créé les bases de l'équité, de l'égalité entre les personnes handicapées et non handicapées. De tous les handicaps. On ne parle pas que du handicap invisible, parce que quand on parle de dyslexie, de TDAH ou d'autisme, on parle de handicap invisible. Moi, j'aime pas ce mot, parce qu'à mon avis, c'est pas invisible, c'est invisible à qui veut pas les voir. Bien sûr. Mais dans ce handicap invisible, il y a aussi le handicap visible à côté. Et donc, les MDPH sont censés accompagner toutes les personnes en situation de handicap en France. Et elles ont été créées il y a 20 ans. Et là, il y a eu une enquête de l'IGAS qui a remis tout à plat, qui est quand même, nous on l'a lu évidemment, qui est assez inquiétante, avec des temps d'attente entre le moment où vous posez une demande de prise en charge pour votre enfant, ou vous-même, enfin nous c'est surtout pour les enfants, pour votre enfant, et une réponse qui, la loi dit, ça ne doit pas excéder 4 mois. Ça excède 4 mois quasiment dans toutes les MDPH, dont certaines, le maximum, c'est plus de 9 mois. Vous vous rendez compte, 9 mois. C'est-à-dire que vous demandez un AESH, c'est-à-dire une aide pour votre enfant scolaire, qui est autiste, ou alors l'achat d'un ordinateur, parce qu'évidemment, vous avez un gamin dyspraxique, il a besoin d'un ordinateur pour suivre à l'école. 9 mois, ça veut dire que votre gamin, il fait toute sa scolarité pendant 1 an, alors que vous savez qu'il a besoin de quelque chose pour l'aider, sans rien. Alors, ce que font la plupart des parents, c'est qu'ils se disent « je casse ma tirelire ». C'est ça. Et il y a une inégalité terrible. Alors, il y a eu des progrès, vous le dites, vous faites le point d'ailleurs sur la loi, sur tous les secteurs concernés, l'intégration des personnes en situation de handicap, il y a les aides scolaires, il y a eu des progrès, mais c'est pas encore ça, on en est loin. Et oui, c'est un peu le bilan que vous faites de cette loi. Alors la loi, elle pose les bases et c'est bien, au moins les bases elles existent. Après, dans la réalité des faits, c'est que c'est extrêmement inégal selon les départements. Ça aussi, c'est quelque chose qui est absolument incroyable dans les MDPH. Selon que vous soyez dans les Hauts-de-Seine, par exemple, ou à Paris, on accepte ou on refuse une prise en charge. C'est comme quand vous changez de département, il faut refaire l'ensemble des dossiers. Il y en a pour des kilos de dossiers. Il y en a pour des kilos. Vous devez refaire l'ensemble des dossiers comme si le handicap de votre enfant avait changé quand vous déménagez. Et il y a même avec le pompon, c'est quand même, il y a même des MDPH qui demandent tous les 2 ans à des familles dont l'enfant est trisomique, par exemple, que l'enfant est toujours trisomique, comme si la trisomie disparaissait en 2 ans. C'est ce que dit la maman de Louise qui avait écrit un livre là-dessus. Elle dit tous les ans on est obligé de refaire le dossier. Et le titre de l'article, c'est MDPH quand les familles se heurtent à l'absurde.
absurde, parce que les situations qui sont racontées sont effectivement assez inquiétantes et incroyables. Comment vous l'expliquez? C'est un manque de personnel, un manque d'argent ou un manque de connaissances? De volonté politique? Un peu tous les deux, ouais. Mon caporal. En fait, le nombre de demandes depuis 2005 a été multiplié par 4. Et évidemment, le personnel des MDPH n'a pas été multiplié par 4. Donc, on se retrouve avec du personnel qui souvent fait vraiment du mieux qu'il peut, qui se retrouve avec des montants de documents administratifs à étudier. Et dans le cas très, très spécifique des handicaps invisibles, donc de la neurodiversité, avec souvent des gens qui ne sont pas armés, qui ne sont pas formés pour comprendre ça. Il y a une interview de Paul Mirabel aussi. Oui. Donc c'est bien que des personnalités comme ça prennent la parole, racontent, parce que lui, il a un petit frère autiste, donc raconte en fait la différence, le regard, comment eux ont vécu ça, et le titre est joli. Ce n'est pas très grave d'être différent, sauf que bon, il raconte effectivement... Le regard des autres. Hein. Ah, c'est extraordinaire, ouais. Paul Mirabel. Alors nous, on est fan absolu à la rédaction. En fait, dans son premier spectacle, qui s'appelait Zèbre, comme nous, tout le spectacle, moi je l'avais vu quand il était sorti, tout le spectacle est très bien. Et puis à la fin, il se passe un moment un peu magique. Moi, j'en avais vraiment les larmes aux yeux. Et il est debout pendant le spectacle, cette espèce de Pierrot Lunaire, il est très très grand, Paul Mirabel. Et il prend une chaise, il s'assoit, il se pose. Et là, pas un mot dans la salle. Et là, il dit, voilà, je vais vous raconter quelque chose. Il parle de son petit frère. Personne ne lui avait demandé. Et quand on l'a et vraiment, les gens étaient... on entendait une mouche voler dans la salle. Les gens avaient arrêté de rire, parce qu'on avait beaucoup ri avant. Ils disaient, voilà, c'est pas très grave d'être différent. Mon petit frère, il est comme ça. Et en fait, voilà comment a grandi ma famille. Et ce qui est... ce garçon extrêmement sensible, et je ne peux pas ne pas me dire qu'il est à ce point sensible et à ce point il prend du recul parce qu'il a grandi avec un petit frère autiste aussi. Il y a Franck Gastambide aussi qui s'est exprimé, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le sujet. On aimerait bien l'interviewer, on essaie. Voilà, Franck, si vous nous atteint entendez. de dyslexie et de dyspraxie, et qui dit il m'a fallu trouver un autre chemin pour réussir. Et puis il y a énormément de conseils pratiques. C'est un magazine très gai, très beau à feuilleter. Il y a des enquêtes à la fin vous donnez aussi pas mal de petits des accessoires qui peuvent faciliter la vie des parents. Parce que... Voilà, c'est ça, parce que parfois quand on a des enfants 10, ils perdent les affaires, ils tombent plus souvent. Donc il y a vraiment des bons conseils. Il y a un dossier moi qui m'a passionné sur le Lego aussi, Lego-thérapie en Colombie, c'est-à-dire que le Lego aujourd'hui dans ce pays aide à justement les psychologues qui s'occupent d'enfants qui ont des troubles de neurodéveloppement, dans le neurodéveloppement. Oui, c'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup d'outils à leur disposition, en fait, on peut aider les enfants par des tas de petits jeux où on leur fait travailler la motricité fine, la logique, et donc, en fait, n'importe quoi fait le job. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est des Lego. Et puis, il y a aussi un superbe sujet qui est en tout début, qui est un sujet de photo. Ouais. On a suivi, il y a une association qui est extraordinaire. Incroyable. Ce sont des parents, parce que ce qui est incroyable, on parlait des MDPH tout à l'heure, l'État essaie de faire des choses, mais en fait ce sont les parents qui portent la vie de leurs enfants et qui ont des idées extraordinaires, et on pourrait faire un numéro spécial avec toutes les associations, toutes les choses qu'ont créées les parents. Et là, ce sont des parents qui étaient très tristes que leurs enfants autistes ou en situation d'autres handicaps ne puissent pas aller en boîte de nuit. Ouais. Et en fait, que vous ayez un enfant trisomique, autiste, TDAH, donc qui a besoin d'avoir des moments de calme à des moments qui ne puissent pas entrer en boîte de nuit, les gamins, ils ont envie de faire la fête, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de danser. C'est incroyable, ça. Ouais. Et on a un sujet photo où en fait, ce sont des fêtes inclusives où des enfants autistes vont très facilement. Alors, il y a des personnes neurotypiques aussi, et ils font la fête. Et pour eux, c'est un moment de respiration. Des couples se forment. C'est normal que ces jeunes, ils aient envie d'avoir une vie sentimentale. Il y a encore une fois, on rappelle cette loi handicap, où il reste encore pas mal de choses à faire. On peut rappeler quand même les chiffres. Hein, les personnes avec des troubles de neurodéveloppement, donc c'est et les dyslexies,
dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, TDAH et autres sont 10 millions en France. 10 millions, ils représentent à eux seuls plus de 80% des 12 millions de Français en situation de handicap. Oui, c'est énorme. C'est là où on a du mal parfois à comprendre qu'il n'y ait pas... Il y avait eu Jacques Chirac à l'époque qui en avait fait une grande cause, mais depuis... On a le sentiment qu'il y a des initiatives, qu'on fait des efforts, mais on est encore loin sur l'aménagement pour les personnes en fauteuil et autres. On en est loin. Oui, alors le problème du handicap invisible, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il est invisible. Et donc souvent, et trop souvent, les gens qui sont neurotypiques n'imaginent pas les difficultés que traversent les personnes et les enfants. Et je dois dire moi-même qui ne suis pas dyslexique, un de mes enfants est dyslexique, quand il était petit, je passais mon temps à lui dire, mais enfin, fais un effort, voyons. Et le jour où j'ai compris qu'il faisait 10 fois plus d'efforts que moi, alors qu'il suis une adulte, pour arriver à un résultat qui lui passait entre les doigts, parce que 10 minutes après, tout ce qu'il avait appris, il avait oublié, il pouvait pas, quoi. Je me suis dit, mais en fait, on demande à ces enfants des efforts que nous, adultes, on serait absolument incapables de faire. Le problème, c'est que comme c'est invisible, beaucoup de gens vous expliquent que avec un petit peu d'effort, non, les enfants. Moi, j'ai entendu dire que mon fils qui avait un TDAH, c'était parce que je l'élevais mal. Et en fait, quand on n'arrive pas à expliquer, quand on ne comprend pas, on remet sur le plan, on va dire, moral, quelque chose qui est du plan médical. Donc les TDAH, ils sont mal élevés, les dyslexiques, ils ne font pas d'efforts, le dyscalculique, il est feignant. C'est comme ça que ça se passe. Comment on dépiste un TDAH, justement ? Alors, on dépiste... à l'hôpital, alors il y a à l'hôpital, mais le comportement qui doit alerter les parents, enfin je veux dire, les signes qui doivent vous faire dire que votre enfant n'est pas juste mal élevé ou agité ou qui ne comprend rien. Alors, il y a des tas de petits indices. Moi, un indice qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, et évidemment, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais pas formée à ça, c'est que l'institutrice m'avait dit, quand il était petit, il tombe de sa chaise, votre fils. Il tombe de sa chaise régulièrement. Alors moi, je l'avais mis par-dessus la jambe en me disant, il est très agité, mais moi aussi je suis agitée, son papa est agité, on n'est pas une famille de calme. Et l'institutrice m'avait dit, enfin c'est bizarre, il tombe de sa chaise régulièrement, ça il tient pas en place votre fils. Et j'avais pas voulu l'entendre. Et c'est des années après, à partir du moment où il a commencé à avoir des difficultés en classe et où il y a eu un diagnostic mis sur ses difficultés, c'est-à-dire qu'il avait ce TDAH, où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas su entendre ce que m'avait dit l'institutrice quand il avait 7 ans, c'est-à-dire qu'il ne tenait pas en place, littéralement. Le problème, c'est que les parents, quand vous n'êtes pas culturés à ça, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce magazine, c'est pour aider les parents à se culturer, mais quand vous n'êtes pas culturés à ça, bien évidemment, vous n'allez pas vous dire intuitivement, mon gamin a un TDAH parce qu'il tombe de la chaise. On vous avait reçu pour le premier numéro, là c'est le deuxième numéro qui sort. Quelles ont été la réaction des lecteurs? Qu'est-ce qu'ils vous ont écrit, partagé? Et les demandes qu'ils vous ont faites pour le deuxième numéro? Alors, les lecteurs, ça a été très émouvant, vraiment très émouvant. On a eu, alors quand vous sortez un journal, vous avez toujours des gens qui sont contents et pas contents. Globalement, on va dire 99,9% des cas, on a eu que des gens contents. C'est essentiellement les papas et les mamans, et plutôt les mamans, soyez honnêtes, qui disent enfin, on ne se sent plus seul. C'est ça. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai lancé un autre journal qui s'appelle Rose Magazine, qui parle aux femmes malades de cancer. C'était le premier journal, le premier journal qui parlait de ça. Et ce sont les femmes me disaient à l'époque la même chose. Elles me disaient, enfin, avec Rose, on se sent plus seul. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, on essaie d'aider, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais par l'information, ce qui est notre métier, on essaie d'aider les parents qui sont vraiment perdus, qui sont malheureux, parce que quand votre enfant est malheureux, vous êtes malheureux, et quand vous avez le sentiment de ne pas trouver de réponse à la souffrance de votre enfant, vous vous sentez, même si c'est absurde, vous vous sentez coupable de quelque chose. Et donc les parents ont cette espèce de chape de culpabilité qui les lâche pas en disant, mais mon enfant il est autiste et je peux pas l'aider à aller à l'école parce que j'ai demandé une AESH par exemple, et la MDPH, AESH, MDPH, RQTH, enfin voilà, c'est vraiment le bonheur des acronymes, et la MDPH me donne pas d'aide, et les parents se sentent vraiment responsables de pas savoir comment s'en sortir. Donc on essaie de les accompagner au mieux qu'on peut.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Céline Lys Raoult. Zèbre et compagnie, le magazine de la neurodiversité. Très très beau boulot, j'ai envie de dire, très beau magazine avec énormément d'enquêtes, de choses qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre quand on a des enfants, des petits-enfants. Merci à vous d'être venus ce matin sur Sud Radio. Et dans un instant, vous allez retrouver Jean-Marie Bordry pour les débats. Week-end.